Le cinéma, c'est pas le lieu de l'amitié, hein. C'est le lieu des choses fugaces, des histoires de coucherie, des histoires d'animosité, de rapports brefs et intenses, mais brefs. Il y a rarement, si ça arrive qu'il y ait des suites, mais enfin, la preuve c'est que moi j'ai eu une amitié avec Vecchiali qui est même plus ancienne que les tournages, puisque je l'ai connu avant 30 ans, quoi, entre 28 et 30 ans, je crois. On a le même âge, on a à peu près cet âge. Dans les restaurants de la rue Saint-Benoît, à Saint-Germain-des-Prés, avec les copains autour des tables, parce que lui venait de Toulon, moi je venais de Cannes, et qu'on était une bande du Midi, comme ça, puis voilà. Nous avons été mis en relation, après avoir fait Femme-Femme, nous avons été mis en relation avec Pasolini par un jeune homme qui était assistant de cinéma et qui est devenu cinéaste, qui s'appelait Jean-Claude Billette, qui aujourd'hui n'est plus avec nous, enfin, est parti. Et d'une crise cardiaque. Et Jean-Claude avait été l'assistant de Pasolini. Et quand le film a été fait, c'était un grand ami de Paul Vecchiali, faisait partie de la même bande, avec Jean-Claude Guiguet, avec Marie-Claude Treilleux, tout ça, c'est l'équipe de Vecchiali. Et il a emporté la pellicule pour la montrer à Pasolini. Parce qu'on n'avait pas de sortie prévue, hein, sur ce film-là, on l'a fait en 3 semaines, avec, je crois que c'était 8000 francs, quelque chose comme ça. C'était un héritage qu'il avait touché, c'est voilà, bien ça. Un héritage qu'il avait touché, il a acheté de la pellicule, c'est tout, vous voyez. Et même il développait la pellicule à crédit. C'est le laboratoire LTC qui lui a fait le développement à crédit. Si vous voulez, à l'époque où Salo a été fait, je crois qu'il n'y avait pas... Il y avait des films érotiques, mais il n'y avait pas de films pornographiques. Après, il y a eu tout un réseau de cinéma porno et qui avait de... Et d'ailleurs, Vecchiali a fait un film porno. Il fallait équiper le laboratoire, parce que le laboratoire lui avait fait crédit pour Femme-Femme. Il n'avait pas de quoi payer le laboratoire. Donc, David, qui était un producteur de films porno et un réalisateur de films porno, lui a dit... si tu as, parce que Paul lui disait qu'il avait absolument besoin d'argent, immédiat, c'était 6 mois après le tournage du film, vous voyez là, ben oui, le labo lui disait quand est-ce que tu nous payes, hein? Le labo aussi, il a besoin d'argent. Donc, David lui a dit, écoute, si tu me tournes un film pornographique, moi je te paye un film pornographique, et comme ça, tu paieras ton labo. Ah, alors il est revenu, il nous a dit, puisqu'on était un groupe à l'époque, on était juste une vingtaine ensemble, et il a dit voilà, David me propose ça, parce que sur Femme-Femme, personne n'a gagné un fifrelin. Hein. Et il a dit, si je vais engager, si vous êtes d'accord, j'écris, et j'écris une histoire, et je vous fais tous travailler, techniciens et comédiens, sur le film porno. Mais les scènes porno, je les ferai tourner par des acteurs porno. C'est comme ça qu'on a fait Change Madin. Il connaissait Pasolini? Non, pas du tout. C'est Billette qui connaissait Pasolini, parce qu'il avait été l'assistant de Pasolini. Sur je ne sais pas quel film, hein. Ne me demandez pas lequel, j'en sais rien. Mais enfin, il avait été l'assistant de Pasolini sur un film ou deux, donc il le connaissait. Donc il est allé à Rome pour lui montrer. Et cette année-là, Pasolini était président du jury du Festival de Venise. À cette époque-là, le Festival de Venise n'était pas dans la formule qu'il est aujourd'hui. C'était un festival populaire. C'était dans des salles de Venise même. Et les gens venaient, ils payaient leur place comme au cinéma, ils venaient voir les films et puis ils discutaient des films et puis ils votaient, enfin vous voyez. On était complètement près du public, c'était pas du tout, c'est un festival où le public participait, c'était pas un public de professionnels.
Mais il y avait les deux. Alors, il y avait des professionnels, forcément, et les journalistes, comme le Festival de Venise existait déjà depuis plusieurs années, les journalistes ne le manquaient pas. Hein. C'était les grandes années du cinéma italien, quand même. Il y avait une jeune vague de cinéastes italiens, comme Bertolucci, ou Rosi, ou les frères Taviani, qui avaient fait qu'un seul film, vous voyez, enfin bon, c'était vraiment le tout début, quoi, de ces gens-là. Et puis, il y avait la vieille garde, qui étaient les grands réalisateurs italiens. Visconti vivait encore, donc il y avait un cinéma italien magnifique, hein, dans ces années-là, en 70. Le cinéma sortait à peine du néoréalisme, c'est bien ça? Oui, mais il y avait une autre forme, enfin si vous voulez, il y avait en Italie, il y avait un mouvement sur le cinéma qui était énorme, enfin je veux dire, il y avait une créativité énorme. La télévision, je vous parle d'il y a 35 ans, hein, la télévision n'avait pas le pouvoir sur le cinéma qu'elle a aujourd'hui. Donc il y avait une créativité qui était magnifique chez les Italiens. Moi, quand on s'est retrouvé là-bas, mon grand espoir, j'avais 45 ans, mon grand espoir, c'était que les cinéastes italiens me fassent travailler. Pasolini, il est venu directement il nous a fait venir au festival et il a tout de suite sympathisé avec Paul Vecchiali et c'est surtout avec Paul, quoi. C'est après, 2 mois après, qu'il a eu l'idée de nous inclure, parce qu'il nous a parlé de son projet de Salo, qu'il était en train de monter, hein, parce que c'était déjà le mois de septembre, et il nous a contacté, enfin il nous a demandé de tourner dans son film, c'était en novembre. Donc il est venu à Paris, il m'a fait venir à l'hôtel, il m'a dit voilà, je vous rappelais du projet dont je parlais, et il parlait de Salo, il parlait aussi d'un autre projet qui plus lointain qu'il voulait absolument faire, qui était un film sur Gilles de Rais. Et ils ont beaucoup parlé avec Vecchiali de ce film sur Gilles de Rais parce que ce personnage intéressait énormément Vecchiali aussi. Il est venu à Paris, à Venise, on l'a un petit peu, on l'a vu bien sûr, on a parlé avec lui, on a des dîners avec lui, vous voyez, enfin, pendant 3 jours on a été avec lui, ça a duré 2-3 jours, hein. Quand on a un film dans un festival, il y a en général la veille, le jour où le film passe et le lendemain, et puis après c'est fini, c'est un autre film, hein, donc pour vous passer de la lumière à l'ombre du jour au lendemain, hein, c'est comme à Cannes, hein, c'est pas, faut avoir les nerfs solides. Et bon, bref, on a fait sa connaissance là. Moi, je connaissais ses films, donc j'ai parlé avec lui, entre autres de Théorème, parce que j'aimais surtout Théorème. Et j'aimais pas beaucoup les films du triptyque, Les Mille et une Nuits. Les Contes de Canterbury et le Décameron. Voilà, je n'aimais pas beaucoup ces films-là. Et quand je lui ai dit, il m'a dit moi non plus. Si vous voulez, ces 3 films-là, pour lui, c'était de la culture, de la littérature. Et il se reprochait, il les a fait avec plaisir, mais quand je l'ai connu, pour lui, c'était sa faiblesse, quoi. Il se reprochait de les avoir faits. Si vous voulez, les 3 films qu'il a fait là sont des cultures anciennes, ce qu'était la culture autrefois, et Salo, c'est la culture fasciste. Fascisée. C'est la dégénérescence de la culture. Donc, après, nous sommes allés en Italie au mois de février. Mais il est venu à Paris avant, donc... Il est venu en novembre pour nous proposer, pour nous voir Sonia et moi, et nous proposer, je l'ai vu quoi, 1 heure à l'hôtel où il était, qui est un palace qui est dans le 6e arrondissement, ne me demandez pas le nom, je l'ai oublié. Voilà, dans le salon, il m'a dit voilà, je vous rappelais, j'ai parlé de ce projet, et j'ai pensé inclure Sonia et vous, parce que je voudrais, dans le film, inclure une scène de Fafa. Voilà.
Et Sonia n'était pas là pour Et le rencontrer. Sonia n'était pas là à ce rendez-vous parce qu'elle était à la clinique, on était en train de l'opérer, elle venait d'être opérée d'une petite chose à l'estomac, enfin, pas une opération très grave, mais nécessaire. Donc je suis montée de cet hôtel, j'ai pris le métro et je suis montée à la clinique qui est à côté de la place Clichy pour lui dire, lui raconter ça, et elle me dit, mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. J'ai dit, ben si, ma chérie, c'est possible. Et tu as intérêt à guérir, hein, dépêche-toi de guérir. Voilà. Et il vous a remis à ce moment-là les scénarios ou plus tard? Non, non, il m'a dit de lire Les 120 jours de Sodome, le livre de Sade, D'accord. ce que j'ai fait. Il y a des livres de Sade qui sont beaucoup mieux que celui-là. Mais c'est le contexte dans lequel il a été fait qui l'a rendu particulier. Oui, c'est-à-dire il a voulu, c'est pareil, ça, il a fait comme, c'est le même propos que Pasolini, hein, il a voulu montrer quelque chose, que Donc, la dépravation vient de la culture. Et Pasolini, c'est ce qu'il voulait montrer dans son film? Non, ce qu'il voulait montrer surtout, c'est le pouvoir de l'argent lié à la culture qui déprave la société. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, hein. Le fascisme. Ça mène au fascisme. Et en ce moment, je peux vous dire, c'est très inquiétant ce qui se passe. Cette dictature de l'argent est très inquiétante. De l'argent mondial est très inquiétante. Vous avez eu le scénario à quel moment dans les mains? Quand on est arrivé à Rome en février, entre-temps on a reçu un synopsis, où il y avait pas beaucoup de détails, hein. C'était la construction du film. Donc on savait que c'était moderne et que c'était d'après la République de Salo, on savait ça, qui faisait le film d'après la République de Salo, de la fin du fascisme italien, la fin de la guerre. Donc on savait de quoi il retournait, quoi. Mais pas dans le détail. Mais moi, quand j'ai lu, Sonia n'a pas lu Salo, hein. Enfin je veux dire, elle n'a pas lu les 120 jours. Elle m'a dit, oh, j'ai commencé, mais c'est ennuyeux. Elle dit, on verra le scénario. Sonia, de toute façon, elle a dit, moi, de toute façon, je ferai ce qu'il me dira. Elle était tellement heureuse, tellement... elle trouvait que c'était sublime d'être engagée par Pasolini. Elle avait raison, d'ailleurs. Donc, on a eu ce scénario en février, quand on est allé à Rome, essayer les costumes, et les perruques, et toute la préparation, quoi. Parce on a tourné en mars et en avril. Donc c'était au milieu de février. Et à la lecture du scénario, il n'y a pas eu comment dire... Ah, moi j'ai commencé par dire que je ne ferais pas ce film. Le lendemain matin, il m'a donné le scénario le soir où on est arrivé. Le lendemain matin, je lui ai rendu le scénario en lui disant, je ne peux pas faire ce film. Vous cherchez quelqu'un d'autre, je ne ferai pas ce film. Il a répondu à quoi? Alors, il m'a dit, qu'est-ce qui vous gêne? Parce qu'on avait déjà parlé un peu, quand je l'avais vu, pas à Venise, mais quand je l'avais vu à son hôtel, qui m'a parlé du fascisme, etc., de la République de Salo. Entre-temps, je m'étais documentée sur la République de Salo. Je ne connaissais pas cet épisode, hein. Je connaissais très bien la mort de Mussolini, mais je ne connaissais pas l'épisode de Salo. Donc... il me dit, je pensais que ça vous conviendrait, que le propos vous conviendrait. J'ai dit oui, mais il y a des gestes et il y a des scènes que vous me demandez que je ne ferai pas. Donc il faut que vous engagiez une autre comédienne, parce que moi je ne le ferai pas. Alors il m'a dit, ah bon, ben écoutez, qu'est-ce que c'est que vous ne voulez pas faire? Alors je lui ai dit, et il m'a dit, ben vous ferez autre chose, vous me direz ce que vous voulez faire à la place. Voilà. Et Sonia, de son côté? Ah ben Sonia n'avait pas dans son personnage n'était pas très écrit, il n'y avait pas de dialogue. Ce n'est qu'une scène, mais c'est repris de femme-femme. Donc, ah oui, qui est la scène de femme-femme, Oui. ça, oui. Mais celle-là, on la savait, on l'avait tellement répétée sur le film, on la savait. Elle la savait, parce que Sonia, elle avait un petit peu des problèmes de mémoire. Mais elle n'a pas eu trop de mal à participer à ce film, à Oh vivre le non, elle tournage? était tellement heureuse quand elle tournait, elle s'ennuyait beaucoup parce qu'elle tournait pas souvent.
Elle s'ennuyait, vous voyez, quand elle n'était pas présente sur le plateau, alors quand elle s'ennuyait, elle pleurait, elle cafardait, elle était... Pasolini m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire. Je lui ai dit écoutez, faites-la se lever comme les autres à 5h30 du matin, prendre le car, venir sur le tournage, et puis si on la voit pas à la caméra, c'est pas grave, mais elle aura l'impression de travailler, mais ne la laissez pas à l'hôtel comme ça toute seule. Mais c'est vrai que c'était quelqu'un d'assez fragile. Oui, c'était quelqu'un de fragile d'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle est partie toute seule. Des années plus tard. Des années plus tard, oui. Une fois le scénario, que vous avez donné votre accord... Alors, une fois qu'il m'a dit qu'il ne me forcerait jamais à faire quelque chose que je ne voulais pas faire, donc je lui ai donné mon accord, voilà. Et puis je suis rentrée à Paris et j'ai appris mon texte, parce que j'en avais une sacrée tartine. Il y en avait 20 pages. Mais enfin, bon, j'avais fait beaucoup de théâtre, j'étais très capable de l'apprendre, c'est pas un problème. Vous n'avez pas eu de déplacement préalable? Non, 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 pas du tout. J'ai juste... j'ai appris mon texte et puis je suis arrivée sur le tournage, voilà, le jour où on nous a fait venir. Hein. Nous sommes tous arrivés en même temps. Si je me souviens bien, on a dû venir peut-être un jour ou deux avant le premier tournage, le premier jour de tournage, pour essayer tous les costumes faits, parce que quand on était venu en février, on avait pris des mesures, vous voyez, on avait... c'était pas, les choses n'étaient pas faites. Faire les essais de coiffure, de maquillage et tout ça, on a fait tout ça juste avant le film, quoi. Il y avait énormément de monde sur ce tournage. Hein. Je crois qu'il y avait 5 ou 6 coiffeuses, quelque chose comme ça. Il fallait coiffer tout le monde, il fallait maquiller tout le monde. C'était un énorme travail. Hein. On était, je sais plus, mais enfin il y avait près de 40 personnes. Sans compter l'équipe, ni quoi que ce soit. À l'équipe, il y en avait autant à l'équipe. Parce que Pasolini tournait, il faisait pas de... Il tournait à 4 caméras tous les plans. Une devant, une derrière, une à gauche, une à droite. Tout était pris à 4 caméras. Et sans le son. À l'italienne, sans le son. Et comment s'est passée la toute première journée de tournage, justement par rapport à ça, l'organisation? Ah, moi, ça m'a beaucoup troublée parce que je savais mon texte et en France, on tournait en son direct. Sur le plateau, il y a toujours le silence. C'est la première chose que demande le réalisateur avant chaque prise. Ou l'assistant. Silence! On tourne. C'était la première prise du film. Quand je me suis vue en haut de cet escalier où il faisait très froid, avec ma grande robe, toutes mes anglaises, et cette sublime cape en cygne noir, j'ai vu en bas, tout en bas, il y avait comme ça, il y avait tous les enfants et puis il y avait tous les techniciens, ça faisait 80 personnes. Je me suis dit, si celle-là, je rate cette prise-là, ça sera fichu pour le restant de mes jours. Donc, j'ai dit, bon, bah, allez, allons-y et tâchons de réussir ce qu'on est en train de faire. Mais enfin, vous savez, j'avais 45 ans, je faisais du théâtre depuis 20 ans, et presque exclusivement du théâtre, puisque quand j'ai tourné Salaud, j'avais tourné avec Vecchiali dans ses 2 premiers films où j'avais chaque fois 2 scènes, c'était un petit rôle. Et puis on a fait Femme-Femme. Après Femme-Femme, j'ai été engagée par Téchiné dans Souvenirs d'enfance. Et je suis arrivée voilà, j'ai débarqué sur le film de Pasolini. Parce que c'est un film théâtral, hein. C'est un film, tous les personnages sont en représentation, c'est un film un peu sublimé, c'est pas un film réaliste, comme Femme-Femme. Et là, il n'y avait pas le silence. Les techniciens parlaient entre eux, se donnaient des ordres, corrigeaient leurs trucs, et ils parlaient dans le fond, et en plus, les acteurs italiens étant très habitués à ne pas être pris en son direct, n'apprenaient pas leur texte. Et ils prenaient ce qu'on appelle au souffleur. Donc il y avait des souffleurs sous tous les meubles. Au fur et à mesure des mouvements, il y avait des souffleurs derrière les fauteuils, sous les tables, etc. Et ils soufflaient à haute voix.
Il soufflait pas, il soufflait à haute voix. Et moi, je me suis interrompue, j'ai dit, ça je peux pas. Ça me dérange, je peux pas jouer avec des gens qui m'envoient le texte comme ça. Alors Pierre Paolo m'a dit, mais Hélène, vous savez votre texte? J'ai dit, mais oui, je sais, bien sûr. Ah, alors il a dit, bon, ben, tout le monde s'en va et tout le monde se tait. J'ai dit, vous ne pouvez pas demander aux techniciens qui se taisent pendant les prises. Et voilà, ça a été fait, et je l'ai fait comme ça. Mais les autres gens du tournage ont tous pris comme ça au souffleur. Hein. Les gens savaient quand même leur texte pour jouer la scène. Hein. Parce que tant qu'il n'avait pas la sincérité de la scène, quand les petits riaient beaucoup, plaisantaient beaucoup, c'était des petits qui étaient très populaires et ça les amusait follement tout ça. Ils s'amusaient comme dans la cour de récré. Hein. Pour obtenir le sérieux, c'était très difficile. Ils avaient de 14 à 18 ans, alors vous vous rendez compte, c'était vraiment des gamins, quoi. Les jeunes gens ne discutaient pas, hein, sauf pour les choses un peu pornographiques, où il y en avait qui ne voulaient pas faire ça, puis voilà, bon, ils ne le faisaient pas, puis c'est tout. Le film est très esthétisant, hein. Donc il montrait le geste, comment se comporter, et comment il voulait que ce soit fait. Et comment se passaient les relations entre eux en général? Il y a eu forcément des histoires d'amour. Hein, on ne peut pas mettre des filles et des garçons tout nus les uns en face des autres sans qu'il y ait des histoires d'amour. Mais vraiment des histoires d'amour, hein, c'était pas du tout de la débauche. Des histoires d'amour. Alors les histoires d'amour, ça se passe pas toujours bien. Donc il y avait des jours où il y avait des larmes, ou des colères, ou les deux garçons qui voulaient se casser la gueule, ou enfin, vous voyez. Bon, je parle des enfants, hein, Oui, oui. parce que les grands, les quatre grands, ce qu'on appelle dans le film les footeurs et les filles, ça c'était des adultes qui avaient entre 25 et 35 ans. Hein. Il y en avait un, dans les quatre garçons, il y en avait un qui était boxeur, il y en avait un qui conduisait des camions, il y en avait un qui vendait des chemises à Milan. Et le quatrième, je ne sais plus... Ah non, le quatrième, c'est le communiste. Il était vraiment au parti, lui. Celui qui joue le communiste dans le film et qui se fait tuer, c'était vraiment un communiste. Pasolini a distribué, enfin avait engagé des gens qui étaient vraiment comme les personnages de Sade. Hein. Il a engagé des gens dont le caractère et le physique correspondaient, dans la modernité, aux descriptions de Sade. Un petit paysan, un petit ouvrier, un petit, vous voyez, des filles qui étaient servantes, enfin, etc. Il a transformé ça en prenant dans ces jeunes gens, il n'y avait qu'une jeune fille, qui est la jeune fille blonde, qui était, elle, d'une famille bourgeoise de Milan, qui voulait devenir actrice. Renata, et qui faisait des études, je ne sais plus de quoi, de pharmacie, je crois, enfin des études, elle était étudiante. Et c'était la seule intellectuelle de la bande. Hein. Tous les autres, c'était des petits très populaires. Il y avait une shampouineuse, il y avait un petit qui était apprenti boulanger, il y en avait un autre qui servait dans un restaurant, il y avait, vous voyez, enfin bon, c'était vraiment... Il y en avait un qui était acteur, un petit frisé qui, lui, était acteur dans une troupe de commedia dell'arte à Naples. Lui, il était professionnel. Vous étiez logé où pendant le tournage? Ah bah dans un hôtel, on était tous dans des hôtels. Il y avait les filles d'un côté, j'imagine, les garçons de l'autre. Oui, mais nous, les adultes n'étaient pas avec les enfants. Les enfants, les garçons étaient dans un hôtel, les filles étaient à l'autre bout de la ville dans un autre hôtel, chacun avec 2 régisseurs pour s'occuper d'eux, les faire rentrer le soir, parce qu'ils pensaient qu'à une chose, c'était aller traîner, vous voyez. Il fallait vraiment, c'était comme un pensionnat, quoi, il fallait vraiment les tenir. Et les adultes, nous étions dans un hôtel tout à fait séparé. Il ne fallait pas qu'il y ait de trucs entre les enfants et les adultes. On tournait sur des horaires
comme les Américains, c'est-à-dire qu'on tournait tous les jours de la semaine, y compris le samedi jusqu'à 16 heures. Le tournage commençait à 9 heures. À midi, il y avait une interruption d'une demi-heure où on mettait des plateaux sur les genoux. On n'allait pas à table, comme en France, et on enchaînait tout de suite. Mais il y avait plusieurs coupures d'une demi-heure dans la journée. D'abord parce qu'il faisait très froid et que les enfants avaient, fallait que personne attrape une bronchite. Hein. Le tournage, la production était une grosse production. Et ils étaient responsables des mineurs qui étaient sur le tournage. Hein. Il ne fallait pas qu'il y ait quelqu'un de malade. Si quelqu'un était tombé malade, ils étaient responsables. Donc, entre les prises, vous aviez une nuée d'habilleuses, d'habilleurs, avec des peignoirs qui se précipitaient pour recouvrir les enfants, des peignoirs assez chauds, et tout de suite des thermos avec des boissons chaudes. Tout le monde devait boire tout le temps entre les prises pour se réchauffer, pour ne pas prendre mal. C'était un tournage physiquement très dur. Très très dur. Il n'y avait pas en France, on ne tourne pas comme ça, hein, c'est pas ces horaires-là. Mais pour nous tourner à 9 h du matin, il fallait qu'on arrive dans les loges à 6 h. Et quand on rentrait à l'hôtel, il était 8 ou 9 h. On s'arrêtait à 18 h, mais le temps de défaire tous les maquillages, toutes les coiffures, tous les habillements, se rhabiller, se retrouver dans les cars, parce que tout le monde était trimballé en car, fallait compter 2 heures. Et le tournage n'était pas à l'endroit où il y avait les hôtels. Donc il fallait le temps d'arriver à l'hôtel. Quand on arrivait à l'hôtel, la première chose qu'on avait envie de faire, comme toujours, c'est de prendre une douche chaude, d'enlever tout ça. Hein. Et après, il fallait aller dans un restaurant pour manger. Parce qu'on n'avait pas vraiment mangé de la journée. Donc on se retrouvait au restaurant, il était 9 h du soir. Et quand on avait fini de manger, il était bien 10 ou 11 h. On rentrait se coucher et on était debout à 5 h 30 du matin. Et on a fait ça pendant 8 semaines. Les week-ends, ça se résumait au dimanche. C'était pas un week-end. On s'arrêtait le samedi à 16 h, épuisé par la semaine. Et donc, on était... Enfin, moi, personnellement, en tout cas, j'étais contente de me reposer. Mais... il y avait des sorties organisées avec les cars, parce que tous ces jeunes gens, il fallait les distraire. Donc on est allé quelquefois, avec l'équipe de 1900 d'ailleurs, on allait par exemple dans des grands ballets qu'il y avait à l'époque, qui étaient des endroits où on dansait, qui étaient au milieu de la campagne, où il y avait, je sais pas moi, 500 personnes qui dansaient, quoi. Je veux dire, c'était des grands machins, des grands halls, hein, vous voyez, c'était pas vraiment des boîtes de nuit. Mais ça permettait à tous ces jeunes gens de se défouler, vous voyez, enfin bon, ils avaient besoin, hein, mais avec tous les régisseurs surveillants, tout le monde était là. Alors j'y suis allée quelques fois, hein, avec eux. Ils n'avaient pas le droit de boire d'alcool, donc c'était pas des endroits où il y avait un risque quelconque. Parce que toujours, c'était les gens, c'était la production du tournage qui était responsable vis-à-vis de la loi de ces enfants. Ces enfants étaient sous contrat. Mais leurs parents étaient bien présents, pour certains. Ah non, sur le tournage au cas. Oh non, ça aurait été infernal, ça n'aurait pas été possible. C'est pour ça qu'il y a eu des contrats très 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 rigides, hein. Il y a eu des contrats très très sévères. Pasolini, il était lui-même. Oui, il était très strict et je ne l'ai pas suivi dans tous ses déplacements, mais sur le tournage en tout cas, sur ce tournage-là, il n'a eu aucun rapport personnel avec les gens du tournage, que ce soit technicien ou comédien. Il a des amis qui sont venus le voir. Ninetto Davoli, Laura Bessi. Voilà, Ninetto, tout ça, ils venaient le voir. Ça, c'était autre chose. On a eu beaucoup sur le plateau des amis de Pasolini. Mais avec les gamins qui étaient là, il n'y a eu aucune histoire. Et Jean-Claude Biette était venu sur le tournage, il me semble. Oui, effectivement, Jean-Claude est venu, oui.
Vous discutiez souvent avec Pasolini de... Ah oui, ben, il a eu la gentillesse, comme on s'arrêtait le samedi à 16 heures, pour nous les Françaises, enfin Sonia et moi, les, les gamins, il y en avait qui repartaient dans leur famille, vous voyez, et qui revenaient le dimanche soir, enfin ils partaient samedi soir, ils revenaient le dimanche soir. Mais nous, Sonia et moi, on ne pouvait pas. On n'avait pas le temps de revenir en France. Donc on restait et Pasolini, tous les dimanches, très gentiment, nous a invités à déjeuner. C'est-à-dire qu'on déjeunait avec lui, il faisait un déjeuner, souvent il y avait les gens de 1900, Laura Betty, Bertolucci aussi, etc. quoi. Puis il y avait des matchs de football qui étaient organisés. Ah oui, puis alors il y a eu des matchs de foot organisés entre l'équipe 1900 et l'équipe de Salò. Et c'était nous, enfin les filles faisaient les pom-pom girls, et puis tout le monde, on était là tous autour pour les voir et pour applaudir. C'était quelqu'un de très posé, c'était un intellectuel, hein. C'était quelqu'un qui raisonnait beaucoup. On a eu beaucoup de discussions politiques, et quelquefois on s'attrapait, parce qu'il avait lui qui était tellement, comment dirais-je, pour la liberté, pour les droits de l'homme, pour toutes ces choses-là, par exemple pour l'homosexualité libre, par exemple il était farouchement anti-planning familial et anti-avortement. Pour lui, les femmes étaient faites pour avoir des enfants et pour élever les enfants. Point. Alors moi, à cette époque-là, c'était pas du tout ce que je pensais. J'avais déjà 45 ou 50 ans et ça faisait 20 ans que je me battais pour ces idées-là. Alors donc on avait des discussions très vives, mais sans... parce que moi, je n'aime pas je suis pas violente et lui non plus n'était pas violent, donc ça finissait toujours par un sourire, chacun restant sur ses positions, bien sûr, comme toutes les discussions de fin de repas. Et il n'a jamais eu l'air de douter Sur le tournage, non, en tout cas il ne l'a jamais montré. Le tournage était à risque parce qu'on a reçu des menaces de mort de l'extrême droite italienne qui, à l'époque, le néofascisme était très violent. L'attentat de la gare de Bologne avait eu lieu l'année d'avant. Vous avez vu les fascistes défiler et j'ai vu Bologne. À Bologne les fascistes défiler, la foule qui les regardait en faisant, pour beaucoup de gens, en applaudissant et en faisant le salut fasciste. En France, on n'a jamais vu ça. Il y avait une extrême droite. Les étudiants se castagnaient. Il y avait ce qu'on appelait le SAS, le SAS, enfin bon, qui était un parti néofasciste, mais il y avait des castagnes, comme en Allemagne, comme en Belgique. Le fascisme n'est pas mort en 1944. Hein, donc, mais il n'y avait pas autant de force, et il n'y avait pas autant de monde qu'en Italie. Et on a tourné quand on était dans le Palazzo, et même aussi à Bologne, on a tourné avec des cordons de police qui surveillaient le tournage, hein, parce qu'on a reçu des menaces. Vous voulez vous faire sauter? Oui, c'est ça. Mais le Palazzo, en fait, c'était une bâtisse qui était rectangulaire, sans plafond, c'est bien ça Oh, il y avait un plafond, mais il pleuvait pas à l'intérieur quand même, hein. C'était pas un ciel ouvert. Mais c'était un vieux palazzo qui était vide et qui a été utilisé dans tous ses coins et ses recoins. Hein, en refaisant les décorateurs, on refaisait le décor. Mais je peux vous dire que il faisait un froid là-dedans épouvantable, parce qu'au mois de mars en Italie du Nord, il fait pas chaud, hein. Et on était tous enfin moi j'étais en décolleté, mais les enfants étaient tout nus. Il y a des séquences où il n'y a pas tout le monde. Bon, ben, quand il n'y a pas tout le monde, il y a en général un endroit où on peut se reposer, où on est à l'abri et où
on était assis sur des grandes chaises comme chez les Américains pour pas salir le costume, pour pas, c'est ces espèces de chaises hautes dans lesquelles on ne va pas se tâcher, vous voyez. Les jardins, les jardins ont été filmés à part ou ils étaient bien présents sur les lieux du tournage? Oh non, si dans mon souvenir c'est un peu confus, mais je pense que à Mantoue, il n'y avait pas de jardin, il y avait que le palazzo. C'est à Bologne où on a été dans un endroit qui était sublime, dans un palazzo, mais où il y avait des jardins immenses et entre autres un verger de cerisiers en fleurs. Ça, c'était quand on était à Bologne et il y a eu des scènes tournées dans ce verger. Qui n'apparaissent pas au montage. Ben oui, mais comme on n'a pas le premier montage, que ce qu'on voit c'est un montage fait avec les chutes, puisque la première pellicule a été volée. Et vous l'avez Le appris... premier montage a été volé. D'accord, mais vous l'avez appris quand ça? C'était Ah ben pendant le tournage? non, non, je l'ai appris quand Pasolini est venu à Paris, 6 mois plus tard, au mois d'octobre, pour faire la synchronisation en français du film. Et on a dîné avec lui, Paul Vecchiali et moi, le jeudi soir. Et le vendredi, il repartait à Rome. Et il devait être à Paris le lundi matin pour faire la synchro. Il a été tué le samedi. Je sais qu'il nous a dit à ce moment-là qu'il avait monté le film avec des chutes. Il en avait beaucoup puisqu'il avait 4 caméras qui marchaient tout le temps. Donc il y avait une quantité de pellicules astronomiques. Donc il a remonté, il a refait un montage dont il était à moitié... Il regrettait que sa première pellicule ait été volée. Pier Paolo, c'était un grand artiste, c'était un écrivain, surtout un écrivain. Ça avait été dans sa jeunesse un grand poète. Il a écrit des poèmes qui sont très beaux. Un jour, comme il a toujours été très politisé, qui s'est toujours beaucoup battu pour ses idées, il a compris que par les cris, on ne pouvait pas se battre. Que les cris perdraient, qui se révélerait, perdaient complètement son impact. Donc pour défendre des idées, il fallait une caméra. Il s'est mis à la caméra pour ça. C'est pour ça que chacun de ses films sont porteurs d'une idée, de quelque chose qui défend. Pour lui, chaque film est un pamphlet. Il exprimait ce qui, dans l'époque où il vivait, était scandaleux. Est-ce que vous pourriez me parler d'Elsa Giorgi et de Caterina Borato, vos relations, et puis même qui était-elle? Écoutez, nos relations étaient très bonnes. J'ai connu davantage Caterina Borato, parce que Caterina Borato était une femme élégante dans sa tête comme dans son apparence. Elle était très intelligente, très cultivée, elle avait eu une vie très diversifiée. C'était une personne délicieuse, enfin, c'était quelqu'un qui était délicieux à connaître. Donc on a sympathisé, et on s'est écrit longtemps. Quand je suis allée à Rome une fois ou deux, quand j'étais à Rome, je lui téléphonais toujours pour la voir. Elsa, c'était pas pareil. D'abord parce qu'Elsa, elle était plus âgée. C'était une dame qui avait un grand passé, parce qu'elle avait été dans la résistance italienne. Elle a écrit à la sortie de la guerre, elle a écrit dans des journaux clandestins avant que la guerre soit finie, et après elle a écrit beaucoup. C'était une femme écrivain, Elsa. Et là, elle était plutôt... elle avait 20 ans enfin elle avait bien 15 ans de plus que nous.
Elle s'arrangeait très bien comme savent faire les Italiennes, elle savait très bien corriger. Et puis il y avait des très grands maquilleurs sur le film, hein. On avait des équipes techniques absolument magnifiques. Pour le tournage, elle corrigeait tout, quoi, vous voyez. Mais quand elle était au naturel, c'était une femme un peu avachie déjà, hein. Moi, quand j'ai vu le film, j'étais absolument éberluée de la violence du film, parce que le tournage s'est fait souvent dans une atmosphère plutôt de grande rigolade. Et alors, entre autres, le banquet de la merde. Alors là, c'était de la pâtisserie, ça sentait le caramel, le chocolat, la vanille, vous voyez, c'était tout ce qui était dans les assiettes, était de la très bonne pâtisserie. La difficulté, c'était que les gamins ne la mangent pas avant la prise. Il fallait au moins attendre qu'on soit en train de tourner, sans ça, ils boulottaient tout. Et puis ils rigolaient, puis ils plaisantaient. Bon, avec cette faconde italienne, vous voyez, je comprenais pas tout ce qui se disait entre eux, parce que je savais pas, je connaissais pas cet italien populaire. Le peu d'italien que je connaissais était très, très académique, hein. Bon, enfin, ça riait beaucoup. Et la grosse difficulté, c'était de les empêcher de rire. Dans cette scène-là ou dans les autres, hein. La grosse difficulté, c'était de les empêcher de rire, sauf en fin de journée, parce qu'en fin de journée, ils étaient fatigués. Alors là, ils rigolaient plus, hein. Ils voulaient s'arrêter, ils disaient qu'ils étaient fatigués, qu'ils n'en pouvaient plus. Enfin bon, il fallait être diplomate pour obtenir qu'ils travaillent jusqu'à la fin. Mais c'était des enfants. C'était des adolescents. Ils n'ont jamais eu de difficulté à jouer des scènes Moi, je n'en ai pas vu. D'autant plus que quand quelqu'un ne voulait pas faire quelque chose, Pasolini disait, bon, tu veux pas le faire? Bon, très bien. Alors, qui c'est qui veut le faire? Voilà. Il y avait toujours un volontaire ou une volontaire, enfin, vous voyez, pour le faire. Il n'y a que les 4 femmes, comme vous m'avez dit, qui ont un peu souffert du tournage. Oui, les aînées, c'était pas pareil. Elles avaient entre 25 et 30 ans. C'était des femmes qui avaient été engagées pour ça et qui n'étaient pas des actrices, mais qui étaient des femmes ou mannequins ou qui tournaient de la publicité ou des choses comme ça. Enfin, c'était comme les 4 grands garçons qui étaient aussi, qui avaient des métiers qui n'avaient rien à voir avec le cinéma, quoi. Sauf Paolo Bonacelli, qui lui était professionnel. Ah non, Bonacelli, ça je parle dans... Alors là, vous parlez des vieux. Oui, oui, là je vous parlais des footeurs. C'était pareil, il n'y avait que Bonacelli et moi qui étions des professionnels, enfin des acteurs professionnels, plus le petit dont je vous ai parlé au début, qui venait de Naples. Celui qui est chauve était un avocat de Milan. Le petit rouquin était professeur. On n'était que 3 professionnels. Les autres étaient vraiment... le Vescovo avait une usine de chemises d'hommes. C'était un industriel. Il avait beaucoup d'argent. Je sympathisais pas beaucoup avec lui parce que je le trouvais assez déplaisant dans ses propos. Mais c'était pas de l'agression, c'était la manière dont c'était un homme qui avait gagné beaucoup d'argent et qui considérait que tout s'achetait, quoi. C'était assez vulgaire. Moi, j'appelle ça la vulgarité. Donc j'en arrive au cercle du sang. Vous n'étiez pas là. Ou je n'étais pas là, non. Je ne suis pas allée à Rome, ni Sonia non plus. Nous sommes rentrés en France 15 jours avant la fin du tournage. Ils sont allés à Cinecittà tourner les scènes de la fin. Je sais qu'ils ont souffert. D'abord, tout le monde était fatigué. C'était la fin du tournage, donc tout le monde était épuisé. Il y avait une lassitude et tout le monde avait envie que ça finisse, quoi. Le sujet était ingrat quand même, hein. Et quand vous avez vu le film, la première fois, vous l'avez vu? Oh, la première fois, je l'ai vu aux cinéastes associés qui ont fait une projection que pour moi. J'étais seule dans la salle, la petite salle de projection des cinéastes associés, qui étaient les producteurs. Et j'ai souvent tourné la tête, hein.
Quand je suis sortie, je me demande comment on a pu faire un film aussi terrible, aussi atroce, alors qu'on a tellement rigolé. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, je me demande comment on a pu tellement rire, tellement s'amuser, et faire un film qui est... Et ça, c'est la maestria de Pier Paolo. Mais vous n'avez pas détesté le film, je veux dire quand même, Ah non, vous l'avez non, non, accepté. parce que le propos me parlait beaucoup. Avec l'âge que j'ai, moi j'ai vécu la guerre, vraiment, j'étais adolescente pendant la guerre. Et le hasard a fait de moi une orpheline, donc j'étais seule en France, de 42 à 46. Donc j'ai vécu des moments très difficiles, l'exode, perdu dans la montagne, avec des maquisards, etc. J'ai vécu des périodes très difficiles, et j'ai vu des gens mourir devant moi, le ventre ouvert, enfin bref. Ça m'a fait, je suis sortie de là très politisée, comme beaucoup de ma génération. Parce que pendant la guerre, c'était facile, hein. Il y avait les bons et les méchants. Les méchants, c'était les nazis. Et puis les autres, c'était les bons. Donc naïvement, on s'imaginait que ça serait définitivement comme ça. Du moment qu'on avait gagné, c'était les bons qui avaient gagné, ça allait être merveilleux. Ça n'a pas été le cas. Et puis au fur et à mesure, après l'après-guerre, on a appris tout ce qu'on ne savait pas. Parce que pendant la guerre, les enfants qui ont vu, les adolescents et les enfants qui ont vu leurs parents arrêtés, qui eux ont été épargnés, dans la pension où j'étais, il y avait des filles juives, c'était une pension de filles, et dont les parents avaient été arrêtés. Elles étaient comme moi, sans responsable adulte. Elles n'imaginaient pas où leurs parents avaient été emmenés. Tout le monde pensait que, comme les Allemands arrêtaient les jeunes gens dans les cinémas ou dans les cafés pour les emmener en Allemagne, pour les faire travailler dans les usines, elles étaient persuadées qu'on avait arrêté leurs parents pour les faire travailler dans les usines, quoi. Voilà. Personne ne connaissait l'existence des camps. Et quand vous l'avez appris? Après la guerre, quand ils sont revenus. Quand ils ont commencé à revenir, et quand l'armée a commencé à publier dans les journaux, à cette époque-là, au cinéma, il y avait toujours des actualités, il n'y avait pas la télévision, hein. Donc on l'a vu aux actualités. J'étais très croyante, je suis d'une famille catholique, donc j'étais très croyante et pratiquante pendant toute la guerre. Mais quand j'ai appris tout ça, je suis devenue athée. J'en reviens à Salo. Quand vous avez vu le film, vous avez dit quoi à Pasolini après l'avoir vu? Vous l'avez vu, Pasolini, ou pas du tout? Ben, si, je l'ai vu quand il est venu pour faire la synchro, enfin je veux dire, Oui. comme j'ai dit tout à l'heure, à la veille, et là j'avais vu le film avant. Donc je lui ai dit ce que je vous dis, j'ai dit je me demande comment on a pu faire un film aussi terrible en ayant vécu des jours aussi fraternels, aussi amicaux, aussi, vous voyez, personne ne se faisait vacherie, il n'y avait pas de discussion politique, et donc tout le monde était d'accord. Il faut dire que l'Italie aussi, quand elle a été libérée, le Parti communiste était super puissant, tous les partis populaires étaient très très puissants. Donc il y avait beaucoup de parents qui étaient très, très contents que leurs enfants participent à une œuvre de ce type. Parce que Pasolini, il était très rejeté par une certaine catégorie d'Italiens, mais pour les autres, il était adoré. Ils ont vu des milliers de garçons et de filles pour arriver à sélectionner ceux qu'ils ont sélectionnés. La version que vous avez vue au cinéma, c'était celle faite avec des chutes. Ah oui, c'est celle après le vol, oui, qui a été commercialisée, enfin. Parce que j'ai revu le film à l'ouverture du Festival de Paris, qui était un festival qui avait lieu à l'époque. À la veille de la sortie du film, Pasolini était déjà assassiné, et je l'ai vu, ça se passait à Chaillot, dans une salle qui est immense, il y avait 2000 personnes dans la salle. Enfin, bon.
Le travail de synchronisation a duré combien de temps à peu près? Moi, Ah, j'ai parce- travaillé qu'une journée, hein. Ça va vite, hein. De quelle manière on vous a appris son assassinat? On l'a su tout de suite, hein. Dès le lendemain matin, enfin dès le premier matin, c'était dans tous les journaux, il y avait des manchettes partout, on l'a su tout de suite. Ça a dû quand même vous Ah, ça retourner. nous a fait un choc, hein. Paul et moi, on était... Et le jour à Chaillot où le film a été montré, j'étais tellement bouleversée, c'était 15 jours après sa mort, hein, qu'après il y avait un dîner, parce que tous les cinéastes italiens étaient venus pour lui rendre hommage, ils étaient une vingtaine, donc on était invités par les cinéastes associés, par la production, on était invités chez Lip, à Saint-Germain, et je voulais pas y aller. Je pleurais tellement, je voulais pas y aller. C'est Vecchiali qui m'a poussé, qui m'a dit tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé d'y aller. C'était un dîner qui n'était pas gai, vous savez. C'était un dîner assez épouvantable. Tout le monde avait des têtes. Tout le monde était très mécontent. Très triste et très mécontent. Il y avait qui comme cinéaste qui était présent? Écoutez, moi je me rappelle de Bertolucci. De ça je suis sûre. Mais je sais qu'il y avait un Rossi ou Rossi. Je ne sais pas lequel des deux était là. Je crois qu'il y avait la Tuada. Il y avait Liliana Cavani. Ça, je suis sûre, parce que c'était la seule femme. Il y avait Moravia, parce que c'était Moravia qui avait suscité ce mouvement pour que les cinéastes viennent pour la sortie à Paris, parce que le film a été interdit de sortie en Italie. Donc, il est sorti à Paris. Et donc, les cinéastes sont venus pour défendre... pour parler de Pasolini à sa place, puisqu'il n'était pas là. Et de quelle manière on vous a dit de ne pas en parler? Ah, c'est un des plus mauvais souvenirs de ma vie. On s'est retrouvés le matin dans un salon du Georges V, tous les cinéastes italiens qui étaient là, et les acteurs qui étaient là. Et il y avait là des représentants du gouvernement, des représentants du Parti communiste français, des représentants du Parti communiste italien, et tout le monde leur a donné l'injonction de se taire. À la conférence de presse, on les a empêchés de parler. D'ailleurs, ils ont dit, on nous empêche de parler. Nous sommes venus pour parler, on nous empêche de parler. Soi-disant, il ne fallait pas mettre de l'huile sur le feu, il ne fallait pas dire la vérité, il fallait laisser cette version d'assassinat de mœurs, pour surtout ne pas parler de politique. Vous étiez présente à son enterrement à Pasolini? Ah non, je vais rarement aux enterrements, je n'aime pas les enterrements. Hein. Je n'aime pas les enterrements officiels. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui y vont surtout pour se montrer, qui s'en foutent complètement. Et moi, je n'aime pas ça. Dans mon adolescence, j'ai été à trop d'enterrements. Pour moi, c'est... Je n'aime pas ça. Du tournage, il vous reste quelque chose en dehors de certains souvenirs? Si, j'ai des photos, mais c'est celles que tout le monde a eues, hein, c'est celles qui ont traîné dans les journaux. Je n'en ai pas d'autres parce que c'est la production qui m'en a donné quelques-unes. Enfin, c'est les photos que tout le monde a. Deborah Imogen-Beer qui lui a Voilà, fait- de la petite anglaise. Elle m'a donné, avant que je quitte le tournage, elle m'a donné 2-3 photos qui n'étaient pas des photos de plateau, qui sont des photos qu'on a prises dehors, où il y a les gamins, enfin quelques 4-5 gamins autour de moi, où on rigole, où on déconne, vous voyez, enfin bon. Elle était très gentille avec Sonia, qui souvent, Sonia était... elle était capable tout d'un coup de s'asseoir par terre et de se mettre à pleurer sans qu'on sache pourquoi. Hein. Elle était très gentille avec Sonia. Comment s'est passé l'après-Salaud?
Je crois que dans cette période, je n'ai fait que du cinéma pendant 4 ans, parce que le Femme Femme a provoqué tout d'un coup en France, à Paris, il y avait beaucoup de cinéma d'auteur qui s'intéressaient avec Ali. Donc les cinéastes comme ça, qui étaient des cinéastes de cinéma d'auteur, qui n'étaient pas du commercial, vous voyez. J'ai fait beaucoup de films dont certains ne sont jamais sortis, par exemple. J'ai fait plus de théâtre, j'ai dû jouer dans ma carrière une centaine de pièces, je pense. Pendant les projections de salle, vous avez déjà été invité plusieurs fois à faire des Ah, débats. oui, à faire des débats, oui. Et ça Oui, s'est oui. très mal passé, d'après ce que Oui, il y a eu, ça s'est mal passé au début. Au début, j'étais à Paris, les artistes associés me demandaient, ils n'allaient pas faire venir quelqu'un de Rome pour faire un débat, vous voyez. Donc j'ai été dans des villes comme ça, on me faisait venir, ou à Paris, et c'était très désagréable parce que euh, le public, beaucoup de public ne voyait ce film que comme un film sado-maso. C'était assez pénible. Les années ont passé. Il y a eu un moment où ce film n'intéressait plus personne. Il passait toujours plus ou moins dans un petit cinéma de Saint-Michel ou vous voyez, enfin dans des petits cinémas d'arrêt d'essai. Mais de temps en temps, comme ça, bon, il passait à la Cinémathèque, parce qu'il fait partie évidemment de l'œuvre de Pasolini à la Cinémathèque. Mais curieusement, à ma grande surprise, euh, quand on est arrivé dans les années 90, la société avait beaucoup évolué. Et moi, quand je revoyais le film dans un débat comme ça, je trouvais que c'était le film d'une époque qui n'était plus, qui ne devait plus beaucoup concerner les jeunes gens. Parce que ce qui est intéressant, c'est les gens jeunes, hein. On pense les vieux, tout le monde s'en fout. Mais de sentir que, oui, cette lutte antifasciste était quelque chose de suranné. Et puis, dans les années 2000, tout d'un coup, Pasolini a été étudié dans les facs et les jeunes gens ont fait une autre interprétation de ce film qui est très intelligente et je n'y pensais pas. Et j'ai assisté à des débats qui étaient très intéressants et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, bon, ben, finalement les choses se sont métamorphosées avec la société et les jeunes gens d'aujourd'hui qui voient Salo, ils voient la dictature de la consommation, de la culture de consommation. Et ça, moi je n'avais pas vu ça, hein. J'ai jamais vu que l'histoire de la République de Salo et des fascistes italiens. Mais quand je l'ai vu, la première fois que j'ai entendu ça, c'était à la fac de Saint-Denis. Et le débat a été passionnant parce que ces jeunes gens, Saint-Denis c'est une banlieue très populaire, et il y a une université où il y a une classe de cinéma. Et vraiment, ce que j'ai entendu m'a ravi, quoi. J'ai vu que ces jeunes gens s'étaient approprié le film pour leur époque, pour eux. Et ça, c'était après les années 2000. Et en le revoyant avec eux, je l'ai donc revu plusieurs fois dans des débats comme ça, dans des facs. Et j'étais très contente parce que je me suis dit, ben voilà, ce film finalement retrouve une vie par rapport à la société d'aujourd'hui. Il a pris la place qu'il méritait, oui. Pasolini, il a quand même payé très cher ce film. Oh ben il l'a payé de sa vie, carrément.